Alors merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui pour ce dernier épisode de notre série organisée autour du dialogue social. Après une table ronde et déjà un webinaire, suite à la parution en mars dernier du livre blanc de LHH, un webinaire de clôture, aujourd'hui sur l'avenir, tourné sur l'avenir, donc puisque les échanges porteront sur les nouveaux enjeux. Alors l'inflation, le pouvoir d'achat, la pénurie de matières premières, hein, parmi tous ces phénomènes qui éprouvent durement nos entreprises, il en est un particulièrement pernicieux et peut-être plus durable, la grande démission. Née de la pandémie, elle a, comme toute crise, rebattu les cartes et les priorités, notamment outre-Atlantique, où pas loin de 50 millions de salariés auraient quitté leur emploi sur la seule année 2021. En France, un taux de chômage proche des 7% est certes une très bonne nouvelle, mais conjugué à plusieurs secteurs en forte tension, le terreau pourrait s'avérer favorable pour une démission à la française. Alors, qu'est-ce que nous dit ce phénomène? Qu'il faut s'interroger sur notre façon de travailler, de nous organiser, de dialoguer, les dirigeants, les organisations syndicales et derrière l'État, à l'initiative de récentes avancées législatives. Pendant 2 années, ces nouveaux cadres juridiques ont été soumis au stress test de la pandémie face justement à ces nouveaux enjeux du dialogue social. Une grande démission à la française est-elle envisageable? Il faudra veiller en tout cas à ce qu'une inadéquation grandissante entre l'offre, celle des entreprises, et la demande, les actifs, ne nous mène pas dans le mur. Alors avec nous, deux directeurs des ressources humaines, Sylvie Peretti, DRH de Generali et présidente de l'ANACT, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et Benoît Serre, DRH de L'Oréal France, vice-président délégué de l'Association nationale des DRH. Un membre d'une organisation syndicale, Guillaume Trichard, secrétaire général adjoint de l'UNSA, Jean-Dominique Simon-Poli, ancien la CGT et aujourd'hui administrateur de l'ARP, qui est l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, et enfin Marie Bouni, directrice de LHH. Je vous propose d'organiser cet échange autour de trois parties. D'abord, un état des lieux, de quoi resituer le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Deuxième partie sur le temps de l'appropriation, quels sont exactement ces nouveaux enjeux du dialogue social. Et enfin, troisième et dernière partie, les outils indispensables pour les accompagner. Alors, l'échange se fait en visioconférence sur 1h20 plus 10 minutes de questions-réponses. Je demanderai à nos cinq intervenants de faire des réponses courtes. Essayons, s'il vous plaît, de ne pas dépasser les 10 minutes. Alors tout d'abord, l'état des lieux. En ce début de nouveau quinquennat, dans un contexte de reprise économique certes, mais avec de très nombreux défis qui placent le dialogue social au centre de l'échiquier. Sylvie Peretti, je me tourne vers vous. Je le disais, vous êtes depuis 2017 directrice des ressources humaines de Generali, troisième assureur mondial. Vous avez auparavant travaillé dans le domaine du nucléaire, chez Framatome et sur le cycle de recyclage des combustibles de la Hague, mais également chez Lafarge, Valeo ou encore Madrange. En votre qualité de DRH d'un grand groupe international, 70 000 salariés dans le monde, 8 000 en France, cette grande démission telle qu'on l'observe aux États-Unis, est-ce qu'elle est crainte en France? Est-ce que c'est un enjeu pour les DRH ici? Alors, je dirais que la peur n'exclut pas le danger, mais pour le coup, je pense que la situation aux États-Unis et en France, elles ne sont pas du tout comparables et je pense que, il faut qu'on soit attentif à un certain nombre de paramètres, mais la situation de base est franchement très différente et notamment grâce au dialogue social en France. Je pense que et peut-être aussi à notre droit, hein, du travail qui est, particulier, mais qui fait que depuis des années, on porte une attention, très particulière à la gestion du capital humain dans les entreprises. On a des politiques RH qui sont souvent très innovantes et qui sont d'ailleurs reconnues comme telles au niveau international. Parfois même, les gens sont assez, surpris, de l'investissement qu'on peut mettre. On a aussi, une attention très particulière et peut-être, très différente de celle qu'on peut avoir sur tout ce qui est, dynamique collective. On s'intéresse à nos collaborateurs, on les fait grandir, on a des politiques formation qui sont très intensives, qui sont très, comment dire? Adaptées. On travaille sur l'employabilité des collaborateurs. On a aussi porté depuis de nombreuses années une attention particulière à la qualité managériale et j'en veux pour preuve pendant le confinement, tous les surveys, toutes les études qu'on a pu faire, tous les questionnements qu'on a pu, donner ont montré que le management de proximité, avait été très présent et le rôle reconnu comme tel auprès des collaborateurs a été, fortement, comment dire?
ouais, reconnu et apprécié, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est une situation vraiment, je dirais, qu'on retrouve pas forcément, aux États-Unis où, la relation, contractuelle est fortement, est beaucoup plus distanciée. Et donc je pense qu'effectivement, on n'est pas voilà, on n'est pas, devant, voilà, devant un c'est on n'a pas de signaux faibles de grande démission ou d'intention de grande démission. Pour autant, on a de vraies problématiques. On a des enjeux, qui, sont différents. On gère plusieurs générations au sein d'une même entreprise et elles ont des attentes très différentes et il faut qu'on y réponde et il faut qu'on y réponde non pas parce que, ils veulent se repositionner, quitter l'entreprise, mais parce qu'on est face à une pénurie de compétences qui fait qu'effectivement, on a une guerre des talents, ce qu'on peut appeler une guerre des talents et qui, voilà et qui nous amène à répondre d'autant mieux aux attentes individuelles ou semi-individuelles, c'est-à-dire par, type de génération auquel on doit, avoir des réponses dans un cadre, parfois contractuel ou, on va dire, de droit qui est parfois assez contraint. Et donc ça, c'est un vrai enjeu. C'est un enjeu pour nous, entreprises, employeurs, c'est un enjeu aussi pour le dialogue social où, il va falloir faire la part, des choses entre, attentes individuelles, réponses individuelles, droits collectifs, droits protecteurs, voilà et donc ça, c'est ce qui nous attend et je pense que c'est un enjeu, passionnant pour nous, mais voilà, qui va être complexe, me semble-t-il. Alors, je comprends. D'aucuns auraient entendu que je parlais de de 10 minutes par, réponse. C'est bien 2 minutes, mais Sylvie Peretti, Ah vous avez d'accord, non, excuse non, vous avez parfaitement c'est moi. Vous avez parfaitement respecté, donc c'est plutôt, voilà, 2 minutes. Et alors justement, vous parliez des jeunes générations. Benoît Serre, vous, vous êtes DRH de L'Oréal France, hein, et vous n'avez pas plus tard que ce matin été interviewé par AEMD at Work, interview dans laquelle vous expliquez, je vous cite, que depuis le confinement, il y a une aspiration à trouver un équilibre du temps pour soi, une vie de famille et de différencier sa vie privée de sa vie professionnelle sans les mélanger. Les jeunes, justement, Sylvie Peretti, vous en parliez, définissent eux-mêmes leur équilibre. Au risque, moi je rajouterais, de rejeter le modèle qui leur est proposé par les entreprises s'il ne leur convient pas. Alors quand même, même si j'ai entendu que Sylvie Peretti, vous distinguez bien la situation aux États-Unis de la France, Benoît Serre, je vous demande quand même, est-ce que la grande démission, est-ce que c'est un sujet de préoccupation dans votre entreprise et peut-être même au sein de la NDRH? Bonjour à tous. Euh, Au global, je partage ce que dit Sylvie, dire que la grande démission en France, je crains qu'elle soit en train de prendre une forme auquel on doit faire attention, qui est une forme de grand désengagement en réalité. Tout simplement parce que le marché du travail français est beaucoup moins fluide que le marché américain. Et en Europe, on a des phénomènes à peu près comparables à ceux de la France. Alors, vous faites référence à cette interview que j'ai donnée, je vois que vous êtes au top de l'actualité. Je dis simplement que je pense que la période que nous avons vécue et les jeunes générations, elles ont une sorte de double peine. Elles ont d'un côté, pour une partie d'entre elles, intégré des entreprises vides, ou d'autres fini leurs études chez eux en Teams dans des conditions quelquefois très difficiles. Autrement dit, elles ont d'un côté souffert de la situation, mais surtout, elles se sont rendues compte que le champ de contraintes que pouvait leur créer une entreprise, finalement, n'était pas si indispensable que cela, parce qu'on n'a jamais vu des taux de productivité pareils dans les derniers mois. Et donc, la somme des deux fait que, je ne sais pas s'ils sont contre le système, mais ils disent, arrêtez de nous faire croire que le système est immuable. Ça, c'est pour la première partie de votre question. Pour la seconde, quand je parle des équilibres et du fait qu'ils viennent chercher eux-mêmes leurs équilibres, je veux dire par là que c'est une observation que je fais, je ne sais pas si mes confrères ou consoeurs autour de la table partagent ce point de vue, c'est que depuis des années, les entreprises courent après la qualité de vie au travail, les équipes de vie privée ou professionnelle, tous ces sujets-là, et j'ai un peu l'impression qu'en fait c'est un combat d'avant. Aujourd'hui, moi, quand je parle avec des jeunes que je rencontre souvent, soit chez L'Oral France, soit dans des campus ou ailleurs, parce que vous savez que j'interviens beaucoup au titre de la NDRH, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, mais vous, entreprise, on ne vous demande pas de vous mêler de notre vie, on ne vous demande pas l'équilibre, on vous demande de nous laisser l'organisation qui nous permet de créer notre propre équilibre et de le définir. Autrement dit, cette espèce de recherche équilibre professionnelle qui serait une sorte de responsabilité de l'entreprise, finalement, ils disent non, non, pas du tout. Laissez-nous gérer ça. Et donc, pour les entreprises, c'est très compliqué parce que,
évidemment, ça signifie que tout un tas de politiques de QVT dont on pensait qu'elles étaient source d'acceptation de la contrainte entre le privé et le professionnel ne marchent plus. Puis, dernier point, et j'en aurais fini sur mes 10 minutes, c'est Deux euh, minutes. 2 minutes. Non, dernier point qui est très important, et c'est juste un exemple qui va parler à tout le monde. Lors du premier confinement, on avait constaté que la vie professionnelle envahissait la vie privée. Vous savez, c'était des études qui étaient faites avec des burn-out, etc. Lors du second, on a découvert l'inverse. Et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que la vie privée vient d'envahir la vie professionnelle. Et pour les entreprises, c'est un sacré gageur parce qu'elles ne peuvent plus dire la contrainte 9h-18h est indispensable à notre fonctionnement, puisqu'on sait que pour 40% des salariés, ce n'est pas le cas et ça n'a pas été le cas. Ce que veut dire par là, c'est que cette évolution de l'organisation du travail, cette libération de l'organisation du travail, le Covid en a été un immense stress test qui a démontré sa pertinence. Donc voilà, la nouvelle génération, elle dit vous ne pouvez pas nous faire croire que le meilleur système, c'est celui qu'on avait avant, parce que ça n'a pas marché pendant. Et pourtant, on a été aussi efficace. Voilà. Alors, vous avez parlé de stress test pendant la pandémie. Effectivement, j'avais repris votre expression que vous m'aviez donnée lors de notre entretien. Jean-Dominique Simon-Poli, vous avez longtemps officié à la CGT et lors de notre échange, là aussi, vous avez à plusieurs reprises, vous, évoqué le problème de la légitimité des syndicats pour mener les négociations aujourd'hui. Je rappelle un chiffre qu'on a déjà rappelé lors des tables rondes des webinaires précédents. En 1945, en France, près d'un tiers des salariés étaient syndiqués. Aujourd'hui, ils sont 10%. Alors, cette désaffection des syndicats, est-ce que ça pourrait, et là je reprends une autre expression de Sylvie Peretti, un signal faible, est-ce que ça pourrait être un signal faible quand même, alors peut-être pas d'une grande démission à la française, mais d'un mouvement qui serait un peu analogue à ce qui est observé aux États-Unis, mais adapté évidemment à notre territoire, à ses réglementations et à ses entreprises. Oui, ce que vous avez évoqué, pardon, en termes de grandes démissions, moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'on est face à une génération qui a un grand questionnement plutôt qu'une grande démission. C'est-à-dire, il y a beaucoup de questions sur l'intérêt porté au travail, le sens que chacun porte à son activité, le sens de l'activité de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire, moi, j'ai connaissance de situations où on a des jeunes cadres de haut niveau qui quittent leur entreprise parce que ils considèrent que voilà, leur entreprise est une activité qui fait du mal à la planète, hein. Donc, ce sont des choses qu'on ne voyait pas auparavant. On Donc, va en parler. voilà, donc moi je crois plutôt au grand questionnement plutôt qu'à la grande démission, parce qu'il faut quand même travailler hein, pour vivre, hein, ça c'est. Mais on se pose beaucoup de questions sur le sens que l'on donne à son travail et sur la manière dont l'entreprise, elle aussi, donne du sens à l'activité du plus grand nombre. Et je pense que cette question du sens, elle rentre aussi dans le jeu de la négociation collective. En tout cas, c'est un des aspects de la négociation collective. On ne peut plus négocier dorénavant comme on négociait précédemment, peut-être, hein. On l'a vu sur la question du télétravail, d'ailleurs. Il y a beaucoup de. Vous l'évoquiez rapidement, mais il y a beaucoup de négociations qui ont eu lieu sur ce sujet. Qui aurait pu penser qu'en l'espace de quelques mois, on allait se trouver confronté à ce problème et avec une telle, comment dirais-je, facilité de débat, de négociation et une telle envie de négocier de la part de tout le monde, en fait, hein. Ceux qui disaient auparavant c'est pas possible, les gens vont plus faire de la télé que du travail. Bon, ils se trouvent confrontés à cette réalité. Aujourd'hui, ça devient un élément essentiel, voire même dans les recrutements, hein. Dans les recrutements, on a beaucoup d'entreprises qui font état du fait que les jeunes qui sont recrutés, ils posent comme première question, bien avant la question des salaires d'ailleurs, la question du télétravail et de l'articulation entre vie privée et vie professionnelle. On voit bien que ce sont des données qui sont nouvelles. Est-ce que ces données sont prises en compte dans la négociation collective par les organisations syndicales? Enfin, bon, Guillaume Trichard aura l'occasion de dire ce qu'il en est pour son organisation, mais moi, il me semble que là, il y a encore beaucoup de progrès à faire. On est au tout début d'une prise de réflexion et sans doute faut-il construire des accords collectifs dorénavant qui tiennent compte de l'ensemble de ces réalités, hein. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard, mais sur la manière dont les accords collectifs se construisent aujourd'hui, je pense qu'il faut tenir compte de ces nombreuses réalités diverses et mieux articuler dimension collective et dimension individuelle dans la conception même des accords collectifs. Ah, effectivement, on va y revenir et vous vous adressiez à Guillaume Trichard, donc justement, la prochaine question, elle est pour vous. Monsieur Trichard, vous êtes secrétaire général adjoint de, l'UNSA, et comme on l'a dit précédemment, comparaison n'est pas raison entre les États-Unis et la France, le cadre réglementaire notamment n'y est effectivement pas du tout le même et sur la question du cadre réglementaire, il y a eu une dernière grande
évolution législative, hein, ce sont évidemment les ordonnances de 2017. Et au cours de notre échange, vous étiez très critique à leur égard, et j'avais quand même envie de vous demander, pour terminer en fait toute cette question sur le contexte et le cadre, pourquoi ces critiques sur les ordonnances de 2017? Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, effectivement, comparaison n'est pas raison. Et ce qui vaut pour le territoire américain, ça vaut également pour le territoire français. Je vous rappelle juste que, puisque là, les expériences qui ont été partagées avec tous sont des expériences dans des entreprises de renom, voire dans des grandes entreprises. Je vous rappelle qu'il y a en France plus de 3 millions de TPE, il y a 140 PME, il y a plus de 5000 ETI. Et donc, la situation du dialogue social et de son application dans les entreprises est complètement différente selon les entreprises. Et qu'on ne peut pas donc, il faut absolument se garder de faire trop de généralités sur ce qui se passe réellement dans l'entreprise. Et vous parlez de stress test tout à l'heure, eh bien, le Covid-19 a démontré clairement, concrètement, que dans toutes les entreprises où les ordonnances de 2017 ont été l'occasion de réduire les moyens, de réduire le nombre de représentants du personnel, de ne pas faire ce que nous, à l'UNSA, on proposait, c'est-à-dire de faire un diagnostic de fin de cycle avant même d'engager les négociations pour la mise en place des CSE. Eh bien, là où ça a bien fonctionné, c'est-à-dire où il y a eu un diagnostic, un dialogue, un échange, voire même une négociation, ce gros mot qui a été remplacé par le mot concertation. Eh bien, partout où ça a eu lieu, ça a bien fonctionné. Partout où les entreprises se sont contentées de supprimer des moyens, eh bien, on s'est rendu compte pendant la crise Covid que les choses ne se sont pas si bien passées que ça. Parce qu'effectivement, dans des grandes entreprises, ça s'est bien passé. Il y a eu la mise en place d'un certain nombre de processus, de procédés qui ont fait en sorte que les salariés puissent être touchés, puissent être accompagnés, ne soient pas isolés chez eux. Mais il y a plein d'entreprises où ça n'a pas été du tout le cas. Et donc, oui, nous sommes critiques à l'UNSA par rapport aux ordonnances de 2017. Nous estimons qu'il est temps de tirer le bilan de ces ordonnances concrètement et de faire avancer la législation. C'est ce qu'on proposera d'ailleurs à la Première ministre Elisabeth Borne, parce que ça soit par exemple l'obligation qui n'est plus celle pour les suppléants de siéger en remplacement des titulaires, ou simplement la mise en place des CSSCT à partir d'un certain stade, d'un certain niveau, d'un certain seuil dans les entreprises. Eh bien, on se rend compte que après une première mandature de CSE, il y a des choses à corriger. Donc, ce qu'il faudra faire, évidemment, c'est d'abord, sans attendre le législateur, que dans les entreprises, eh bien, des bilans soient faits, des bilans de mandature pour que les choses soient corrigées et le soient par le dialogue social. Mais je mets en garde vraiment toutes et tous sur l'idée que tout se passerait dans les TPE ou dans les PME selon un modèle qui fonctionne très bien dans beaucoup de grosses entreprises. Parce que là encore, il est clair que dans les grosses entreprises, le dialogue social se porte très bien. Mais ce n'est pas le cas partout. Et donc, il faut faire très attention dans ce diagnostic à ne pas voir soit le verre totalement vide, soit le verre totalement plein. D'accord, merci Monsieur Trichard. Marie Bouny, dans le livre blanc de LHH, dont vous avez assuré le suivi en votre qualité de co-directrice de la stratégie de la performance sociale, vous avez rappelé le lien que la DARES a établi entre cette diminution drastique du nombre de syndiqués et la montée de l'individualisme dans nos sociétés. Vous accompagnez les entreprises au quotidien, et l'un de nos enjeux n'est-il pas de conjuguer justement donc cette montée de l'individualisme et le dialogue social, donc de maintenir le collectif tout en préservant les nouvelles attentes individuelles dont nous venons de parler. Est-ce que c'est possible? Alors, c'est possible, mais c'est compliqué et il y a de l'ordre du paradoxe sur la question. Mm. Historiquement, il faut se rappeler, qu'il y a quand même eu une, reconnaissance très lente de la dimension collective des relations de travail. Donc, quand on revient, l'édit de Turgot, la loi de Le Chapelier, 1791, concrètement, l'objectif, ça prohibait, ça interdisait les corporations et il n'y avait que l'intérêt général et l'intérêt particulier. Le syndicalisme s'est construit, sur une dimension collective car les individus seuls n'arrivaient pas à porter
leur combat. Aujourd'hui, il y a une forme de mouvement de balancier où effectivement, parmi, les facteurs explicatifs de la baisse du nombre de syndiqués, on a la montée de l'individualisme au même titre que la désindustrialisation, l'affaiblissement du mouvement ouvrier, le poids grandissant des PME également, que monsieur Tréchard, évoquait, ou encore le recul d'âge d'entrée, dans l'emploi. Pour autant, est-ce que vraiment on est sur une culture d'individualisme ou est-ce qu'on n'est pas plutôt sur des attentes et des valeurs portées individuellement? Car notamment un certain nombre de jeunes, parce que c'est aussi d'eux dont il est question, sont, concernés par des mouvements, sociétaux et aujourd'hui, il y a cette dimension importante pour le dialogue social de passer d'un dialogue social à un dialogue sociétal. Et pour cela, il y a un certain nombre de leviers. Parmi ces leviers, c'est déjà faire du dialogue social l'affaire de tous. Ça nous semble aujourd'hui indispensable d'associer les salariés dans la prise de décision relative enfin, dans l'élaboration des modèles en matière de négociation collective. Le côté un peu boîte noire des négociations entre les partenaires sociaux devient de plus en plus complexe à porter. Le télétravail a donné lieu à énormément, d'ateliers collectifs avec les collaborateurs. Ça a donné de bons résultats. C'est dommage de le limiter à la question du télétravail. En outre, comme, Jean-Dominique l'évoquait, quand on veut faire un modèle social performant, aujourd'hui se pose la question, de faut-il faire quelque chose à la carte? Avoir des avantages, ou à tiroir, hein, il y a plusieurs expressions, avoir des avantages qui seraient, qui répondraient à des attentes individuelles de collaborateurs. Par exemple, le nombre de jours travaillés pour les forfaits, du temps ou de l'argent. On travaille plus longtemps ou au contraire, on a plus de congés. Et puis, également, c'est des choses qu'on peut retrouver dans les packages de rémunération globaux, sur les CET, sur un certain nombre de congés, sur, un certain nombre de chantiers se posent la question vraiment de l'individualisation des modèles sociaux. Après, il y a des écueils. Les écueils, c'est quand même le risque de fragilisation du collectif, hein, qui est important, surtout dans la période que nous venons de traverser. Il y a également, le fragilisation du modèle social pour qu'il maintienne sa lisibilité et enfin, il faut quand même l'avoir en tête, ça nécessite des outils de gestion extrêmement forts parce que autant de situations individuelles à traiter, ça nécessite quand même derrière des outils très performants et toutes les entreprises, n'ont pas les moyens ou les outils pour individualiser leurs modèles sociaux. Alors, on reviendra, hein, sur les outils, nécessaires au dialogue social, donc ça sera même l'objet de la troisième et dernière partie de notre webinaire, avant les outils, pour qu'il y ait un dialogue social, il faut forcément qu'il y ait des interlocuteurs et là, c'est vers vous, Benoît Serre, que je me tourne parce que vous avez été pendant, 6 ans DRH en Russie, pour le roi Merlin et vous m'avez raconté quand même, une anecdote très intéressante. À votre arrivée, il n'y avait aucun syndicat et ce que certains de vos confrères en France d'ailleurs vous enviaient. Sauf que pour vous, vous l'avez pas du tout vu comme, un avantage. Bien au contraire, vous m'avez dit ne pas avoir d'interlocuteurs sociaux dans une entreprise de 15 000 salariés, c'est en fait extrêmement gênant. Vous avez fait un parallèle avec le 1er quinquennat de notre président de la République Emmanuel Macron qui avait un petit peu voulu se passer des corps intermédiaires et résultat, il s'est retrouvé avec un mouvement social pas du tout structuré, hein, les gilets jaunes pour ne pas les nommer et de fait, relativement ingérable. Alors monsieur Serre, j'ai envie que vous nous racontiez un petit peu cette aventure en Russie. Est-ce que vous avez mis en place justement pour rétablir l'équilibre? Oui, c'est effectivement une anecdote que je vous ai racontée. Je vais rapidement la raconter. Moi, j'ai été donc nommé DRH de Leroy Merlin en Russie en 2006 j'étais avant chez Leroy Merlin en France et je suis parti là-bas vivre à Moscou avec ma famille. Et je suis arrivé et j'avais plein de magasins, on en ouvrait énormément parce qu'on est passé de 300 salariés à 15 000 salariés en 5 ans. Donc, c'était effectivement. Et j'avais des magasins partout avec des décalages horaires pas possibles. Bref, effectivement, il n'y avait pas de syndicat, il n'y avait pas d'instance de dialogue social. Pas forcément des syndicats, mais d'instance de dialogue social. Les syndicats russes, bon, c'est un peu particulier, mais là, il n'y a pas d'instance de dialogue social. Et c'est vrai que beaucoup de mes confrères ou de mes consoeurs me disaient, tu as quand même du bol, tu as réussi à trouver un job de DRH sans instance sociale. Euh, En fait, je me suis rendu compte très très vite, au bout d'un an à peu près, que c'était extrêmement gênant. Parce que les gens ne vous disent que ce que vous voulez bien entendre, que j'avais des crises de magasins qui apparaissaient alors qu'on aurait pu régler le problème très rapidement, et que donc je sentais pas la boîte dans son ensemble. Et donc j'ai proposé
dans chaque magasin qu'on élise parmi les salariés des représentants. Et ils ont créé tout le monde a élu, et grâce à ça, on avait on a créé un dialogue social. Puis après, j'ai créé une instance globale qui réunissait un représentant par magasin ou deux, mais ce n'était pas du tout des calculs de poids électoral, pas du tout. C'était beaucoup plus pragmatique et opérationnel, et ça a bien changé les choses positivement. Mais pour rebondir à la fois sur ce qu'a dit M. Trichard ou ce que disait Marie à l'instant, et sans faire de comparaison n'est pas raison, comme a dit M. Trichard, n'empêche que moi, j'ai vécu cette expérience d'instance sociale qui était totalement tournée sur les enjeux et de l'entreprise et des salariés, et pas sur des enjeux politiques, extérieurs, institutionnels. Et j'ai été frappé par l'efficacité de ça. Et là où je corrigerai un tout petit peu de ma fenêtre, ce que disait M. Trichard, je pense que les ordonnances de 2017, en fait, heureusement qu'on les a eues pendant la crise pandémique. Et je ne parle pas de grandes entreprises. Moi, aujourd'hui, je suis L'Oréal, mais je suis aussi vice-président de la NDRH, qui est composée de 5500 DRH, dont la plupart sont des responsables ressources humaines de petites entreprises et de PME. Donc, je les connais très bien, je les vois, je les rencontre. On avait notre université la semaine dernière, Marie y était, il y avait 500 personnes, et ce n'était pas 500 DRH du CAC 40. Donc, je parle avec ces gens-là. Et ils me disent, la force du dialogue social que nous avons eu, même dans des petites entreprises, il vient du fait qu'on parlait de quoi? De nous, des salariés, de notre entreprise, sur le terrain, à ce moment-là, dans notre réalité, et non pas des grands enjeux politico dans tous les sens, avec des tensions créées de toutes pièces sur des enjeux nationaux. Et je pense que le nouveau dialogue social, c'est ce que disait Marie, il va reposer beaucoup là-dessus. Qu'il faille évaluer les ordonnances de 2017, c'est une évidence. Qu'il faille, bien sûr, qu'il faut régler le truc, mais n'empêche que ce renforcement du dialogue de terrain au plus près de la réalité vécue par les gens faisait que les salariés se sentaient représentés. Et il faut bien reconnaître, et j'en prends quelquefois toute ma part de responsabilité, les salariés, notamment les plus jeunes, ne se sentent pas reconnus par leurs représentants quelquefois parce que ce sont des combats qui ne sont pas les leurs. Et cette espèce de double dialogue social direct et indirect, il va falloir trouver un nouvel équilibre. Et je suis sûr qu'avec les organisations syndicales telles que l'UNSA et d'autres, on arrivera à trouver ce nouvel équilibre. Les ordonnances de 2017 ne sont pas la panacée, mais ils ont ouvert une porte pour changer un dialogue social qui finalement doit aussi changer comme tout le reste du monde du travail, que ce soit les patrons, les syndicats, l'organisation du temps de travail. Là, il faut tout changer. Il faut tout changer et il n'y a pas de raison que les organisations syndicales et les représentants du personnel s'excluent de ce changement. Il ne s'agit pas de revenir comme avant. C'est vraiment une expérience de terrain, non pas chez L'Oréal, mais en échangeant avec tous mes collègues que je rencontre. Ça fait 10 ans que je suis élu à la NDRH, donc je les connais quand même beaucoup. Et je parle avec eux et ils m'ont raconté la pandémie et j'ai été assez présent, je crois, dans la pandémie pour pouvoir voilà, donner un sentiment qui n'est ni une critique ni un commentaire désagréable, Monsieur Trichard. C'est juste se rendre compte que les choses ont changé partout, partout, et que ce n'est pas une affaire d'ordonnance ou de CSSCT, je pense. Alors, c'est intéressant, Monsieur Trichard, on va vous redonner la possibilité de répondre à tout ça. Mais, Benoît Serre, vous parlez donc du problème de la représentation, et la représentativité, des syndicats. Et je me souviens, alors, Jean-Dominique Simon-Poli, quand on a échangé ensemble, vous aussi, vous rappeliez l'importance des corps intermédiaires, et vous m'avez raconté que vous observez de plus en plus dans les entreprises la création de collectifs de salariés qui s'organisent, mais en dehors des syndicats. Donc ça pose justement le problème de cette représentation, des salariés, notamment, chez les jeunes générations, mais pas forcément que. Et dans ces collectifs de salariés qui s'organisent en dehors des syndicats, on y trouve des personnes qui aspirent elles-mêmes à devenir des négociateurs. J'avais envie de vous demander, vous, comment vous interprétez ce phénomène? Alors, c'est vrai que c'est un phénomène qui est récent, mais comment dirais-je, qui imprègne la réalité du dialogue social en France dorénavant. C'est pas un micro-phénomène que l'on retrouve uniquement dans des TPE ou dans des PME, là où il y a une faible présence syndicale. C'est un phénomène que l'on retrouve dans des grandes entreprises où il y a une présence syndicale, voire même il y a comment dirais-je, une histoire syndicale extrêmement forte. Et alors, ça renvoie à ce que évoquait Benoît Serre à l'instant, à savoir qu'il y a sans doute, alors on va prendre la formule du guépard, hein, tout changer pour que rien ne change, c'est pas ça, mais il y a besoin de modifier des règles de dialogue aujourd'hui. Il y a une forte demande de participation individuelle aussi, comment dirais-je, au dialogue social en France. Bon, le dialogue social, il se construit autour des organisations syndicales, mais voire même il se construit à côté des organisations syndicales.
il se construit par des collectifs de salariés qui se mettent en route, voire même par des nouvelles organisations hein, qui se créent. Hein. Moi, j'ai en tête le Printemps écologique, organisation qui s'est créée autour des enjeux environnementaux. Alors, on avait vu ce phénomène déjà il y a quelque temps, mais là, il prend de l'ampleur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je n'ai pas l'ensemble des tenants et des aboutissants. Je pense il y a comme une méfiance forte vis-à-vis de tous les corps intermédiaires. On le voit du côté des partis politiques, on le voit aussi du côté syndical, hein, avec la baisse du taux de syndicalisation qui est toujours aussi importante, un recul du taux de participation aux élections professionnelles et qui devrait alerter à la fois le monde de l'entreprise, mais aussi le monde syndical, parce que Benoît l'évoquait, mais on ne peut pas passer son temps à négocier avec des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes, hein, voire même dans ces collectifs de salariés, personne ne veut prendre le lead et personne ne veut être le porte-parole de ses collègues. Donc, il y a un problème de représentation, de représentativité, et je pense que la façon, Marie l'évoquait, mais comment on peut recréer du lien un engagement collectif à partir d'une montée de la dimension individuelle, des individualités. Moi, je veux que mon avis compte, mais je veux que mon avis compte dans un cadre collectif. Ça nécessite qu'il y ait peut-être une réflexion là aussi entre les organisations syndicales et patronales sur la manière dont on peut reconstruire, je l'évoquais tout à l'heure, mais dont on peut construire un peu ce nouveau paradigme entre les uns et les autres. Vous parliez de l'ARP, les élections qui ont lieu dans le secteur des VTC et des livreurs à vélo, c'est quand même plus de 130 000 salariés, enfin 130 000 auto-entrepreneurs, pas salariés, ben, montre à l'évidence qu'il y a plusieurs portes d'entrée. Il y a les organisations syndicales représentatives traditionnelles, et puis il y a les collectifs de salariés, les collectifs de travailleurs indépendants qui se sont créés et qui sont aussi représentatifs, voire même plus représentatifs que les syndicats de salariés. Donc peut-être que demain, on se retrouvera dans des entreprises avec cette, comment dirais-je, cette multitude de situations avec des collectifs de salariés à côté d'organisations Et syndicales. Donc, justement, Jean-Dominique, ces 2 formes de représentation salariale, hein, donc d'un côté des collectifs de salariés non syndiqués, de l'autre, bah, les syndicats. Est-ce que quand même à long terme, elles peuvent cohabiter ensemble? Ou est-ce que, éventuellement, l'une, on ne sait pas laquelle, provoquera la disparition de l'autre? je ne sais pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, il faut donner la parole à ceux qui ne sont pas dans les collectifs de syndiqués. Voilà, je crois que c'est un des enjeux aujourd'hui. Hein. On a des salariés qui sont. D'ailleurs, dans les Gilets jaunes, à l'époque, il y avait cette forte revendication qui apparaissait hein, à travers les référendums d'initiative populaire, des choses comme ça. Dans l'entreprise, aujourd'hui, je pense, pour reprendre ce que disait Guillaume, dans les TPE, voire dans les PME, il y a des CSE qui sont composés majoritairement de non-syndiqués. Donc, à côté de syndicats. Bon, eh bien, quand il y a une négociation, ben, la direction elle est obligée de négocier qu'avec les syndicats, c'est la loi. Donc, comment faire pour donner la parole à tous ces gens qui ne sont pas syndiqués, mais qui veulent participer à la vie de leur entreprise? Je pense que c'est un des défis majeurs pour les années qui viennent, à la fois pour les organisations syndicales, mais aussi pour les directions d'entreprise. D'accord. Alors pour clore cette 1re partie, hein, vraiment sur donc les nouveaux enjeux, avec quand même un état des lieux, j'avais envie de finir cette 1re partie avec une petite note d'optimisme et là je me tourne vers vous Sylvie Peretti parce que pendant notre échange, bah, vous avez fait preuve d'optimisme. Vous trouvez que je vous cite, hein: «Le dialogue social n'a jamais été aussi fourni, qu'il n'a jamais été aussi vivant, que ça soit en présentiel ou en visio» et j'ai envie de vous demander, pourquoi vous faites, comment vous faites ce constat? Et puis la petite question, est-ce que selon vous c'est durable? Alors Sylvie Pelletier, C'est oui, donc voilà, ça y est, on vous entendait pas et on vous entend Toujours. plus. le son est toujours Hop, hop, coupé hop, aussi. c'est Ouais. moi, c'est moi, j'ai oublié de mettre le son. Oui, je vois ce que disait Ça Benoît. arrive. C'est vrai qu'on a eu une période, on a eu une période où on avait des sujets de proximité à porter et des sujets où on n'avait pas le choix et où on était un peu à égalité et où il fallait qu'on invente des réponses et notamment pendant le confinement. Je veux dire que ce soit côté employeur, que ce soit côté syndicat, que ce soit, ben, il fallait qu'on y arrive, c'était la sauvegarde de l'entreprise, la sauvegarde de la santé des collaborateurs et cetera et là, on a su faire preuve, on a su sortir du cadre parce qu'il y a pas de cadre en réalité et donc on a bien montré qu'on était capable de faire ça et ça, c'était intéressant et on a, effectivement, enfin pendant cette période, nous, on a conclu plus de 14 accords donc oui, la vie, elle s'est pas arrêtée, on a continué à travailler, on a essayé d'anticiper, on a eu des orientations stratégiques qui étaient, de très bonnes, voilà, pour essayer de voir ce qui allait se passer avant, c'est-à-dire à la fois gérer le présent et se donner aussi un temps d'avance
Et ça, on l'a fait avec eux. Je pense qu'on a trouvé une dynamique qui était vraiment intéressante. Et moi, je suis, voilà, je suis quelqu'un d'optimiste. Je me dis, ben, on a su le faire en gestion de crise, hein, quand la vie reprend ses droits, enfin, en tous les cas, la vie normale, si tant est qu'on soit retourné à cette période-là, il faut qu'on retrouve voilà, il faut qu'on trouve cette inspiration qui nous a guidés pendant tous ces mois et où on a vraiment bossé ensemble. Et il y avait ouais, je trouve que c'était vraiment passionnant à ce moment-là. Et voilà. Moi, je suis assez positive là où j'ai un petit, peut-être un petit signal d'alerte. Bémol. Ouais, un petit bémol, c'est la pyramide des âges de nos corps intermédiaires qui me, voilà, il va falloir que ça fait partie des sujets qu'il faut Le problème du sur lesquels il faut qu'on renouvellement. trouve Ouais. des solutions parce que voilà, je vois bien mes élus blanchir sous le harnais et ne pas effectivement se renouveler. Et donc là, je trouve qu'il faut qu'on sache avec eux trouver et cette appétence pour le syndicalisme, il faut qu'on arrive à le trouver aussi dans la jeune génération et ça rejoint un peu ce que disent mes prédécesseurs. Il faut réinventer le dialogue social, il faut le retrouver des voix qui parlent à la nouvelle génération. Et donc ça, voilà, c'est un enjeu important. À mon avis, c'est peut-être le principal enjeu qui est là dans les années qui viennent et qui va être très, très vite devant nous. Alors, parfait. On va pouvoir donc passer à la deuxième partie, hein. On a fait une sorte d'état des lieux, on a identifié des enjeux grâce à vous. Cette deuxième partie que j'ai appelée, et l'expression n'est pas de moi, elle vient de tous les échanges que j'ai pu avoir avec vous pour préparer ce webinaire. Je l'ai appelé le temps de l'appropriation de ces nouveaux enjeux qu'on vient de définir. Alors là aussi, je vais essayer de structurer les échanges. Un premier volet sur l'organisation du travail, tout d'abord, hein, avec évidemment le développement du télétravail. Ensuite, les nouveaux paradigmes économiques, à commencer là encore évidemment par le développement des plateformes. Et puis, bien entendu, là aussi, cet immense défi sociétal que représente la transition écologique. Guillaume Trichard, je vous redonne la parole. Premier enjeu donc, l'organisation du travail. Pendant la pandémie, le télétravail s'est imposé dans de nombreuses entreprises comme la référence, ou en tout cas une référence. Et vous alertez néanmoins sur l'importance, vous l'avez dit tout à l'heure, d'établir un bilan. Et sur le télétravail en particulier, vous craignez notamment que ça instaure une distance encore plus grande entre les entreprises et leurs salariés. Oui, alors avant de vous répondre, je vais quand même réagir à ce que j'ai pu entendre ici, parce que évidemment, comme je suis le seul représentant d'une organisation syndicale en activité, je peux pas forcément laisser tout dire sur ce que les collectifs de travailleurs deviendraient Il y a des l'alpha et points sur l'oméga lesquels du vous n'êtes pas dialogue d'accord, social. d'accord. Ah oui, fondamentalement en Mm. désaccord. D'abord, parlons des travailleurs des plateformes, que je connais bien. L'UNSA est devenu représentatif lors de cette élection chez les travailleurs des plateformes VTC. Bon, force est de constater qu'avec 3,91% de participation à cette élection et un peu plus de 1% pour l'élection des chauffeurs-livreurs, bien, c'est pas forcément le modèle à suivre quand on veut une représentation réelle des travailleurs qui sont sur leur vélo, qui sont dans les voitures. Donc moi, je crois évidemment à des collectifs de salariés et de travailleurs organisés, et ça s'appelle des organisations syndicales. Et donc, évidemment, nous, à l'UNSA, c'est ça qui est très intéressant, on est très souvent contacté par des collectifs ou par des élus du personnel qu'on appelle des sans-étiquettes. Parce que c'est des élus sans étiquette, il y en a beaucoup sur le territoire français. Et pourquoi ils nous contactent? Pas parce qu'ils ont envie fondamentalement de se syndiquer et rejoindre des dogmes ou des courants politiques. Ils ont envie de se syndiquer et de s'adosser à une organisation syndicale pour bénéficier de formations économiques, sociales et syndicales, donc être mieux formés pour pouvoir, notamment sur des sujets de comptabilité, travailler efficacement dans les CSE, et puis être au courant de la législation qui est tout le temps changeante. Parce qu'on peut au moins se mettre d'accord sur ce sujet, le droit, et pas uniquement le droit du travail,
change en permanence. Il n'y a pas une mandature de stabilité sur le droit. Et donc, ces salariés qui s'engagent dans les collectifs, eh bien, à un moment donné, ils vont être forcément confrontés aux exigences de formation. Et c'est ce que, avec nos plusieurs dizaines de milliers de représentants du personnel formés chaque année, on fait. C'est-à-dire, on joue notre rôle de fournisseur, de représentants du personnel formés pour justement prendre à bras le corps les enjeux du dialogue social. Et par rapport aux jeunes, bah, là encore, moi je constate que nous avons de plus en plus de jeunes qui s'engagent, et ils s'engagent pas uniquement dans la rue aux manifestations pour le climat, ils s'engagent aussi dans leur entreprise. Et donc après, ils rejoignent peut-être des organisations syndicales qui leur parlent plus. Et je suis d'accord avec ce que disait Jean-Dominique, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir parler à tous. Et ce dialogue doit se mettre en place dans l'entreprise. C'est un peu comme les élections politiques. Hein. C'est pas parce que vous remportez la victoire qu'ensuite vous pouvez vous asseoir pendant 5 ans et ne plus dialoguer avec celles et ceux qui vous ont élus. Je crois que ça a été la grande leçon du précédent quinquennat. Eh bien, c'est pareil dans l'entreprise. Dans l'entreprise, vous avez été élu, vous êtes représentant du personnel. C'est pas parce que vous avez été élu pour un certain mandat, 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'il faut stopper de communiquer avec ceux qui vous ont donné ce mandat. Et là-dessus, le télétravail, est-ce que ça peut être un frein à cette communication et à la communication entre les organisations syndicales, les salariés non syndiqués, les directions, etc.? Bien, en fait, le télétravail peut être soit un accélérateur, soit un frein total. Qu'est-ce qui en fera la différence? Ce qui va en faire la différence, c'est la mise en place d'accords dans l'entreprise permettant l'exercice de la représentation du personnel, j'ai envie de dire, à distance, en distanciel. Et vous savez que ce n'est pas une obligation. Et ça fait partie des points que l'UNSA appelle de ses voeux en modification de la législation. Les entreprises, à l'heure du télétravail, à l'heure de cette généralisation du télétravail, doivent être désormais face à leur responsabilité de pouvoir créer ces espaces dématérialisés où les représentants du personnel, qu'ils soient syndiqués ou pas d'ailleurs, vont pouvoir interagir avec les salariés eux-mêmes. On l'a vu pendant la crise de la pandémie, dans les entreprises où des accords avaient été mis en place, des systèmes avaient été mis en place. Ça s'est très bien passé. Il y a eu des espaces de réunion virtuels, des permanences dans lesquelles les salariés pouvaient venir s'exprimer. Et dans les entreprises où ça n'a pas été mis en place, ça a été une catastrophe, avec des vraies problématiques. Vous connaissez maintenant l'expression de ce qu'on appelle le stress numérique. Cette notion de stress numérique, elle existe, et donc elle vient forcément se confronter à cette aspiration des salariés, des travailleurs, à cet équilibre vie perso, vie pro. Et donc là encore, il faut reprendre le chemin, il ne s'est jamais arrêté dans certaines entreprises, évidemment, heureusement, le chemin du dialogue social, de la négociation, pour que cette nouvelle relation au travail puisse se faire peu importe le lieu de travail. Et donc, moi, je crois vraiment à cette force de la négociation. C'est notre credo à l'UNSA. À tout problème, il y a des solutions. Et donc, évidemment, moi, je crois que c'est un... on le voit bien, là, vous voyez ce mouvement, alors très parisien, mais ce qu'on appelle les pas ruraux, de ces Parisiens qui ont décidé de vendre leur domicile à Paris pour aller faire 1 heure ou 2 heures et se mettre à la campagne. Il va bien falloir trouver un moyen de continuer à créer le lien. Et donc, ça, c'est tout l'enjeu de ce que moi j'appelle la transition numérique du dialogue social, qui n'a pas encore eu complètement lieu. Et donc, là, on est tous face à nos responsabilités. Et c'est peut-être aussi un moyen de valoriser les représentants du personnel. Parce que finalement, la discussion qu'on a eue ensemble là, sur le CSE, le rôle du CSE, etc., moi, il y a quelques années, Jean-Dominique le sait, j'ai fait un travail sur la valorisation du parcours des représentants du personnel. Le meilleur moyen d'inciter les jeunes à s'engager dans l'entreprise, c'est qu'ils considèrent eux-mêmes que
le fait de devenir représentant du personnel ne va pas être un frein à leur carrière. C'est le meilleur moyen, voire même peut-être un accélérateur. Je prends un exemple et je terminerai par là. Le trésorier de CSE qui gère plusieurs millions d'euros de budget, qui est rentré dans le CSE en tant que tourneur-fraiseur. Et ça existe. Et je peux vous donner des situations très précises. Eh bien, au terme de ces années d'engagement en trésorerie, en comptabilité, ben, il va peut-être vouloir justement faire un autre job. Il a appris à aimer les chiffres, etc. Donc, cette idée de valoriser l'engagement dans l'entreprise, c'est un moyen également d'oxygéner la représentation du personnel et d'avoir cette nouvelle envergure de représentation dans cette nouvelle organisation du travail. Alors, vous avez mis en avant là, différentes thématiques très intéressantes. Marie Bouni, j'avais envie de vous faire rebondir par rapport à ça. Guillaume Trichard parle donc évidemment, on a abordé la thématique du télétravail, l'importance de la formation, notamment dans les syndicats, le stress numérique, la valorisation de parcours. Dans les échanges que vous avez avec les entreprises, toutes ces interrogations qui résument en partie tous les nouveaux enjeux. Les entreprises, elles sont inquiètes. C'est justement, ça fait partie des échanges que vous avez avec elles? Oui, 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 très clairement, là, on est quand même sur des sujets très prégnants, hein, dans les points adressés. Peut-être pour commencer sur l'organisation du travail, déjà, il y a eu une évolution, vraiment remarquable, hein. Maintenant, il y a quand même assez peu, de représentants d'entreprises, qui sont clairement opposés au télétravail. Donc on a 2 types de oui, hein. Le oui, par conviction, c'est le future of work, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut travailler maintenant. Et puis le oui, de toute façon, je ne peux pas y manquer parce que pour une partie des collaborateurs, ce n'est pas, la question n'est pas: «Avez-vous un accord de télétravail?» mais, «Combien de jours avez-vous dans votre accord télétravail? Quelles sont les modalités d'organisation du Je crois télétravail?» que dans le livre blanc, hein, vous citez la DARES. Alors, j'ai plus les proportions en tête, mais à partir du moment où une entreprise ne proposerait pas de télétravail, il y a un nombre d'actifs qui n'iront jamais dans ce type d'entreprise. Voilà, spécialement pour les populations Mmh. cadres, hein, et notamment pour les plus jeunes aussi, c'est évident, hein, ceux qui ont, intégré le marché du travail dans une période de covid et qui ont vécu, 2 années en télétravail, plein, reste qu'ils ont aussi vu l'envers de la médaille, hein, le revers de la médaille, pardon. Parce qu'il y a quand même le télétravail, oui, mais quand même, attention parce que, le télétravail, c'est 25 de la population. Il y a 75 de la population qui n'est pas éligible au télétravail. Il y a quand même un risque, de fragiliser les collectifs de travail, d'avoir des modèles sociaux à 2 vitesses. Ça, on doit l'avoir en tête et notamment, ça doit être réfléchi globalement quand on intègre ce sujet de l'organisation du travail. C'est l'organisation du travail pour tous, hein. Mmh. Sous risque vraiment de fragiliser son collectif de travail, spécialement dans les secteurs d'activité où un certain nombre de missions ne peuvent pas être exécutées en télétravail, hein, qui reste tout de même majoritaire, 75 des salariés. En outre, le management, une nécessité d'accompagner le management, même si dans les entreprises qu'on peut accompagner, il y a vraiment on voit tout, hein. Certaines en étaient à leur 2e génération d'accord télétravail, d'autres en sont à leur 6e génération. Ce n'est pas du tout la même maturité, mais à chaque fois, il y a un gap qui est franchi et il y a un accompagnement managérial à avoir pour ça. Les outils aussi, pour ceux qui sont plutôt novices, hein, dans le télétravail, hein, qui ne sont pas forcément, qu'il y a une fracture numérique en France, donc il y a quand même des points à adresser et des enjeux, hein, qui dépassent le stade de l'entreprise, hein. Et puis la question de la productivité, donc il y a peu d'études, hein, sur, le lien entre productivité et télétravail. Il y a beaucoup d'expectatives, beaucoup de voilà, de peut-être de fantasmes aussi. Certaines études mettent plutôt en exergue un effet cloche, du télétravail sur, la productivité, c'est-à-dire que ce n'est pas le summum, mais il est certain, que de toute façon, le télétravail sans engagement, ça ne fonctionnera pas. Donc le télétravail est un facteur d'engagement, mais pour autant, ce n'est pas le seul et il y a d'autres éléments fondamentaux, dans les modèles sociaux des entreprises à mettre en place pour favoriser l'engagement des collaborateurs et donc la performance, sur toutes ces dimensions de l'entreprise. Alors, Peut-être juste un mot sur la oui. dites-moi Marie? Oui, sur la valorisation des parcours des représentants Ouais. du personnel Ouais, parce que c'est c'est un important. sujet central. Donc là, nous, on constate, une évolution dans le temps et une différence entre les entreprises. Il y a 6-7 ans, quand on allait sur ce sujet-là, donc ce n'était pas partout, mais tout de même, il y avait parfois, voilà,
Alors, je ne dirais pas réticence, mais il y avait une appréhension des organisations syndicales parce que qui va évaluer? Voilà, un certain nombre de questions extrêmement concrètes se posaient quand l'entreprise allait mettre en place ce type, de démarche. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide et notamment, c'est une volonté partagée, et spécialement dans les grands groupes parce que dans les petits groupes ou enfin dans les petites entreprises, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que certaines n'arrivent même pas à mettre en place une GEPP parce que c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas forcément, les compétences pour le faire, parce qu'on est sur des sujets très complexes. Donc un parcours de reconnaissance et de valorisation des, représentants du personnel, elles en sont assez éloignées. Donc là, on retrouve un rôle important des branches, mais également au niveau national pour promouvoir, cette reconnaissance et cette valorisation, spécialement dans les plus petites entreprises. Là où le besoin, est qui plus est, d'autant plus criant. Alors, on le voit, hein, donc ça bouge énormément. Il y a eu cet effet accélérateur de la pandémie et donc face à tous ces nouveaux enjeux, Benoît Serre, je vous redonne la parole parce que, vous m'avez indiqué préconiser rien moins qu'une refonte en profondeur de tout le cadre et donc, du code du travail, hein. Ce texte législatif que vous vous rappelez a été écrit à une époque où les plateformes, où le télétravail justement, bah, n'existait pas du tout et donc pour, répondre à ces nouveaux enjeux du dialogue social, il faut absolument, un aggiornamento du code du travail, c'est ça? Bah, oui, effectivement, j'ai évoqué ça parce que c'est sous plusieurs constats. Mmh. Le premier, c'est que j'ai été très étonné de l'absence quasi totale de la part des candidats à la présidence de la République d'évoquer ce sujet-là. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des millions de salariés en France qui constatent que le monde du travail a changé, quelquefois à leur profit, quelquefois pas à leur profit, entre ceux qui télétravaillent, ceux qui ne peuvent pas, enfin bref. On l'a évoqué, et M. Richard l'a extrêmement bien expliqué, que le modèle du dialogue social historique est en train d'évoluer, qu'il y a des obligations aujourd'hui qui pèsent sur les entreprises de responsabilité pénale qui ont été imaginées légitimement dans une époque où les gens étaient là, dans vos bureaux, dont vous pouviez créer un environnement sécurisé. Bref, il s'est passé plein de trucs. Et autrement dit, tout le travail a changé. Tout le... Parce qu'effectivement, Marie évoque 25% de gens qui peuvent télétravailler, mais quand on regarde ce qui se passe dans les entreprises, ce chiffre ne peut que monter, puisqu'on est en train de redistribuer les manières de faire les métiers pour ouvrir un peu de télétravail. Donc on va monter à 30, 40, 50, j'en sais rien. Assez vite d'ailleurs, assez vite. Et donc, je m'étonnais, et je continue de m'étonner, qu'on ne relise pas le Code du travail à l'aune du nouveau monde du travail. Parce que le risque que nous prendrions si on ne le fait pas, c'est d'avoir une distorsion entre la pratique et le droit. Et si vous avez une distorsion entre la pratique et le droit, elle est réglée comment? Par du conflit et pas de la jurisprudence, c'est-à-dire par de l'hyper-instabilité. Et donc, c'est-à-dire par de l'hyper-faible protection des salariés eux-mêmes. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que si nous arrivons vers une société où on ne parlera plus de télétravail, mais de mode de travail hybride, il va bien falloir restaurer l'équité de traitement entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas. Ce que Parce disait qu'on Marie, ouais. Mmh. on me raconte ce qu'on veut, mais enfin, quand vous n'êtes pas obligé de prendre la ligne 13 ou les reverser tous les matins, c'est quand même un sacré avantage. Quand vous pouvez essayer d'organiser. Donc, ça veut dire que la restauration de l'équité, elle passe aussi par la sécurisation de la comptabilisation du temps de travail. Qu'est-ce que ça veut dire de dire à des gens de pointer chez eux? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec le Code du travail tel qu'il est? Eh ben, vous avez des entreprises, évidemment pas la mienne, évidemment pas, j'espère, de moins en moins, qui vont commencer à imaginer des trucs pour compter le nombre de clics que les gens font chez eux, pour être sûr qu'ils travaillent. Enfin, on rentre dans un monde absurde. On rentre dans un monde absurde et dont les gens ne veulent pas. Ce que je veux dire par là, c'est que cette réforme du Code du travail, je ne sais pas s'il faut le réformer. Je sais simplement qu'il faut le relire. Puis vous avez un dernier point, j'en aurais fini par là, c'est effectivement réfléchir à restaurer l'équité par une comptabilisation du temps de travail qui arrête de faire croire que quelqu'un qui est en télétravail, il fait juste pile 35 heures. D'abord, vous créez un événement de risque juridique considérable, et là, je laisse à Marie le soin de le préciser, mais de l'autre côté, vous n'avez pas les moyens de restaurer l'équité. Donc il faut revoir l'organisation du travail, il faut revoir la comptabilisation du temps de travail. Et en France, c'est compliqué parce qu'on sait que c'est un marqueur de progrès social. C'est pour ça que moi, je trouvais que les propositions de passer à 32 heures, à 28, à je ne sais pas quoi, même à 35 heures, sont des propositions du monde d'avant. C'est-à-dire qu'il faut repenser les choses différemment. On a vu d'ailleurs qu'on avait été obligé d'étendre les logiques d'annualisation pendant la pandémie pour pas mal de temps de travail et la mise en place de chômage partiel. Ça veut dire qu'on voit bien qu'on n'est pas bien réglé. Donc il faut avoir le courage de le faire. Et si
les pouvoirs publics, si le législateur qui devrait arriver dans les semaines qui viennent n'a pas ce courage, moi je souhaite, et je l'ai dit à l'université de la NDRH, Marie peut en témoigner, je l'ai dit en discutant, en échangeant avec une autre responsable syndicale d'un autre syndicat que l'INSA, qu'il faut donc que les partenaires sociaux et patronaux se saisissent de cette question eux-mêmes si le législateur ne veut pas le faire. Et quand j'entends les candidats à la présidence de la République, quand j'entends la première ministre actuelle, je n'ai pas le sentiment qu'ils vont s'en saisir. Alors pour illustrer, hein, cette, inadéquation peut-être du monde du travail d'aujourd'hui et de certains écosystèmes par rapport au cadre législatif et donc le code du travail, il y en a un des écosystèmes, qui l'illustre fortement, je pense, c'est bien celui des plateformes et donc c'est vers vous, Jean-Dominique Simon-Poli, que je me tourne. Hein, vous travaillez en tant qu'administrateur à l'ARPE, je le rappelle, hein, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Ça a été créé il y a un peu plus d'1 an, en avril 2021. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que justement on peut conjuguer, le dialogue social et ces plateformes? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça demande, une évolution, législative, importante? Bah, enfin, on devra le faire n'importe comment, puisque Mmh. la France, elle a fait le choix d'avancer sur ce dossier, non pas par des mesures législatives fortes, du style de celles qui ont été prises en Espagne, à savoir l'Espagne a décidé de salarier tous ses auto-entrepreneurs. Donc, ce n'est pas la voie qu'a choisi la France. La France, elle a choisi la voie de la négociation. C'est de trouver des réponses aux problèmes qui sont posés à ces catégories de travailleurs par la négociation collective. Donc, les négociations vont s'engager à la rentrée du mois de septembre, une fois que comment dirais-je, les organisations patronales, entre guillemets, seront reconnues, hein, au même titre que le sont les organisations aujourd'hui des travailleurs indépendants. Peut-être une remarque quand même avant de poursuivre sur ce Allez-y. terrain-là. Sur ce que disait Benoît Serre, moi je pense que voilà, bien sûr qu'il faut que le législateur s'empare de ces nouvelles questions, mais d'ailleurs c'est d'autant plus indispensable qu'il y a un blocage du côté des organisations d'employeurs. Il ne faut pas se cacher non plus derrière son petit doigt, hein. Ce qu'évoquait Guillaume Trichard, à savoir est-ce que aujourd'hui les organisations syndicales ont la capacité de s'adresser aux salariés qui sont en télétravail? Aujourd'hui, la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage du côté des organisations d'employeurs qui refusent l'accès aux boîtes mail en Mail. particulier. Donc, sans doute que là aussi, il faut passer par la négociation. Moi, je suis d'accord avec toi, Benoît, il faut poursuivre au moins le terrain par la voie de la négociation, essayer de trouver un compromis, mais se dire que s'il n'existe pas, si on n'y arrive pas, il faudra en passer par le législateur. Je ferme la parenthèse. Et pour revenir sur les plateformes d'emploi, moi je pense que oui, effectivement, on est face à des situations qui sont complètement nouvelles. Aujourd'hui, 130 000 personnes qui sont concernées par ce type d'activité. Et je ne parle que des VTC et des livreurs à vélo. Si on y rajoute tous ceux qui sont très qualifiés, ou aujourd'hui beaucoup, enfin qualifiés ou très qualifiés, et qui sont sur des plateformes aussi, il y en Les a d'ailleurs, freelances, hein. les Il indépendants, y en a ouais. plusieurs centaines de milliers de salariés qui sont aujourd'hui dans des situations analogues. Donc, comment ces travailleurs-là vont pouvoir demain avoir une espèce de reconnaissance en particulier en termes de protection sociale, parce que c'est le vrai sujet quand même qui va les occuper dans les mois qui viennent. C'est une vraie question. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui, on est face à on a, je crois, une culture, et puis oui, une culture de dialogue social en France qui ne fait pas suffisamment de place à tous ces nouveaux types d'emplois. Et peut-être qu'il faut commencer à y réfléchir d'ores et déjà. Parce que même les grandes entreprises, elles sont confrontées à ça. Moi, j'ai en mémoire certaines d'entre elles qui me disent aujourd'hui, sur des métiers très sensibles, on fait appel à des gens qui sont en freelance parce qu'on ne trouve pas en interne des gens qui sont prêts à s'engager. Hein, donc, voilà, l'hybridation du travail, ça va devenir un sujet fondamental de réflexion et sans doute qu'il faut revoir aussi des aspects du Code du travail qui, de ce point de vue-là, qui ne prennent pas suffisamment en compte ces réalités nouvelles. Donc il y a, en tout cas dans le calendrier, des négociations qui vont en tout cas des Ils vont discussions qui s'ouvrir, vont ouais, à la rentrée de septembre, à une partir fois de que septembre. voilà, les représentants des plateformes seront désignés à côté des représentants des travailleurs indépendants. On va donc suivre ça de très près. Alors il y a une autre thématique, hein, on va avancer sur ce deuxième chapitre, une autre thématique, sans doute l'une des plus importantes quand même, puisqu'elle va nous concerner tous dans l'avenir, c'est forcément la transition écologique. Marie Bouni, je me tourne vers vous. C'est un enjeu considérable. Est-ce que vous avez le sentiment, que les entreprises s'en sont, pleinement emparées? Et comment on fait le lien entre dialogue social et transition écologique? Alors, bah, justement, Benoît évoquait, l'université de la NDRH. Jean-Emmanuel Ray utilisait, l'expression de passer d'un dialogue social à un dialogue sociétal. Donc là,
il n'y a pas que les entreprises qui doivent s'en saisir, c'est l'ensemble des partenaires sociaux et l'ensemble des pouvoirs publics qui doivent se saisir de la question. On a quand même historiquement, les acteurs du dialogue social étaient quand même plus dédiés à la défense de l'emploi, des conditions de travail, mais il y a une sensibilité voilà, écologique beaucoup plus forte. Du côté du législateur également, on a eu la loi PAC, les ordonnances Macron, la loi climat et résilience. On voit aujourd'hui apparaître des clauses vertes, que ce soit sur l'intéressement, les politiques de mobilité, le télétravail, des indicateurs de performance dans certains accords. On voit également apparaître des commissions spécialisées au niveau du CSE. Les attributions du CSE ont été renforcées également sur des domaines d'information, consultation, sur des projets qui peuvent avoir un impact sur l'emploi. Donc, il y a quelque chose qui est en mouvement, mais en mouvement un peu lent quand même au regard de la De gravité l'urgence. du sujet, de l'urgence du sujet, notamment dans le questionnaire qu'on a fait passer pour le livre blanc. Voilà, où on a eu 173 répondants, hein, des représentants des ressources humaines, mais également des organisations syndicales, quand on listait les sujets importants du dialogue social. Donc en premier lieu, on avait de façon totalement écrasante le partage de la valeur ajoutée, hein, qui dépassait 80% pour voilà, les représentants de la direction et des organisations syndicales. Puis venait l'organisation du travail. Derrière, en creux, c'était tout de même en lien avec le fonctionnement hybride, un certain nombre de sujets, les compétences, la formation. Et en 14e, arrivait quand même la question de la transition écologique. C'est un peu bas. C'est un peu bas alors que c'est un sujet transverse qui peut avoir un impact et qui peut s'incarner dans les différentes politiques RH, que ce soit d'un point de vue financier, sur des indicateurs de performance, en matière de formation professionnelle, en matière de transformation des compétences. Mais aujourd'hui, les acteurs ne sont pas suffisamment armés pour adresser ces sujets. Et donc, il y a un enjeu de formation très fort de tous les acteurs, hein, que ce soit du côté RH et du côté des organisations syndicales. Et notamment, les formations communes pourraient être une très bonne idée sur cette thématique parce qu'on doit mieux armer les acteurs pour qu'ils puissent faire face à ces enjeux et avoir des négociations et un dialogue social beaucoup plus riche. Pardon, formation commune, commune aux dirigeants et à des représentants syndicaux, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça, tout Ouais, à fait. Oui, les d'accord. formations communes, donc qui sont une des modalités, qui permettent en fait de créer des langages communs, qui permettent d'avoir, de partager en fait une vision commune et ou en tout cas, enfin, dans une logique de compromis, mais enfin de différence de point de vue en tout cas. Mais les formations communes, ça permet à un moment de se mettre d'accord sur certains fondamentaux. Un bon moyen, voilà, d'établir un lien, face à une cause commune, et d'établir Oui. un lien entre différentes parties, ouais. Heu, on a avec nous 2 DRH, hein, j'ai envie de leur demander au niveau des entreprises, de leurs entreprises, comment ça se passe? Sylvie Peretti, voilà, les assureurs, pour le coup, se trouvent en première ligne, hein, sur les conséquences, du changement climatique. On l'a revu là, la semaine dernière avec, les épisodes de grêle, hein, qui ont détruit des récoltes, et donc on se tourne forcément vers les assurances. Mais au-delà du métier, comment la transition écologique est abordée dans votre entreprise? Là encore sous l'angle du dialogue social. Marie parlait d'outils, parlait de formation. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est prégnant au sein de votre entreprise, par exemple? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses. Moi, je dirais que, enfin, ces sujets se sont quand même invités dans le cadre du dialogue social depuis quelques années, sans qu'on ait eu l'impression qu'ils soient, enfin, sans qu'on les ait estampillés. Mais par exemple, si on regarde, les accords d'intéressement depuis de nombreuses années, ils contiennent des éléments, on va dire, de rationalisation de nos consommations et cetera sur, ça enfin, voilà, ça a commencé notamment dans les secteurs tertiaires sur le papier, mais dans les usines, on est sur, voilà, on est sur, des économies, par exemple, de recyclage, de produits et cetera, de transformation par exemple, dans le ciment, plutôt que d'utiliser, du fioul pour faire marcher les usines, on va travailler sur, d'autres, enfin des produits de pneus et cetera. On va utiliser des choses, plutôt q enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait
pour la planète dans les entreprises et c'est pas seulement une réponse d'entreprise, c'est une réponse aussi pour les salariés, et cetera. Donc je pense qu'on commence à travailler là-dessus. Je parle pas du développement parce que dans l'aspect, développement durable, il y avait la partie, gouvernance, il y avait la partie, sociale et là-dessus, je rejoins, Marie, le dialogue social, c'est depuis longtemps invité sur ces sujets, plus particulièrement sur, la transition écologique. On travaille dessus. Et on travaille dessus sur différents aspects. Il y a quand même, dans le cadre des orientations stratégiques, dans les entreprises, des volets de transition écologique sur lesquels les partenaires sociaux ont demandé, donnent leur avis. Ils sont informés, ils sont consultés. Et donc, par ce biais-là, ils sont invités à challenger l'entreprise. Et donc, depuis maintenant quelques années. Et globalement, si je prends le cas de Generali, par exemple, effectivement, on développe actuellement des formations, des formations pour les collaborateurs, pour les élus aussi, sur les sujets de transition écologique et d'approche voilà, et d'approche de ces sujets pour aller un cran plus loin. Mais moi, je ne dirais pas qu'on part on part pas de rien. On a depuis plusieurs années ces sujets sur la table et chaque entreprise les a abordés. Je suis sûre que Benoît dira la même chose chez L'Oréal. Le sujet de la transition écologique, le sujet du développement durable, il est au cœur de nos dispositifs depuis plusieurs années. Un autre sujet qui vient s'inviter, je prends juste un exemple en 2 minutes, c'est tout ce qui touche à la mobilité douce. Voilà, ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille sur alors aujourd'hui, il y a des lois qui nous poussent à le faire, mais certaines entreprises n'ont pas attendu pour proposer des schémas de mobilité douce pour les collaborateurs, pour qu'ils trouvent, voilà, pour qu'on trouve des nouvelles formules mieux adaptées et moins polluantes dans leur quotidien. Alors, Benoît Serre, j'ai évidemment envie de vous poser la même question, hein, que vous nous proposiez un petit peu la vision au sein de l'entreprise, puis je donnerai la parole à Guillaume Trichard, puisque Sylvie Peretti, vous parliez, vous disiez que vous étiez sur ces questions-là aussi challengés par les représentants syndicaux, par les syndicats. Mais Benoît Serre, alors vous, de votre côté, à L'Oréal, comment la transition écologique s'est invitée dans l'entreprise, là aussi sous l'angle du dialogue social? Bon, alors, la chance qu'on a, c'est que L'Oréal s'est engagé très tôt en fait, sur ces sujets-là, par conviction, d'ailleurs en le partageant largement avec les partenaires sociaux. Hein. Vous savez qu'on a un objectif d'avoir que des sites carbone neutres à horizon 2030, enfin, bon, un certain nombre de choses. Donc là, on a les mobilités durables, on les a engagées depuis longtemps, enfin, bon, il y a un certain nombre de sujets. Donc, c'est très bien, mais il faut faire mieux et plus fort pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, l'urgence devient de plus en plus urgente. Donc, quoi qu'on fasse, il faut aller encore plus vite. La deuxième chose, il faut, et on l'a fait maintenant, intégrer ça comme un élément de la performance de l'entreprise, permanent, suivi. Et puis, le troisième élément, c'est qu'il y a des sujets de formation, et non pas de prise de conscience, mais de formation. Je vais vous donner un exemple très concret. On a commencé chez L'Oréal France il y a à peu près 2 mois. Tous les salariés vont bénéficier d'une formation de 3 heures sur la fresque du climat, vous savez, du GIEC, qui est une manière de prendre conscience des choses. Moi, je l'ai faite il y a 3 semaines ou un mois, et j'ai appris des dizaines de trucs que j'ignorais. Donc, je trouve que c'est très important d'avoir cette conscience-là. Sur le plan du dialogue social, moi, je trouve que la manière qui a été faite d'intégrer maintenant dans les consultations le fait qu'il y ait des impacts environnementaux, je pense que je ne suis pas sûr que c'est la manière la plus maligne. Je ne suis pas sûr que ça. Je trouve que c'est un peu dommage d'avoir travaillé ça comme ça. Maintenant, je pense que c'est un sujet de dialogue social à une réserve près. Pas une réserve près, à une précision près. Peut-être que si vous avez eu le courage de lire quelques-uns de mes papiers, je l'ai dit 10 fois depuis 3 ans, cette pandémie nous permet de rééquilibrer les dimensions environnementales et sociales des politiques RSE. Parce que pour des raisons gouvernementales, pour des raisons de pouvoir public, pour des raisons de législation, le prisme est très, très, très environnemental et c'est très, très, très important. Je ne crois pas une demi-seconde qu'on arrivera à créer une société respectueuse de l'environnement si on ne crée pas une société respectueuse des enjeux sociaux.
Et donc, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, ce sont deux jambes qui marchent à la même vitesse, à la même hauteur. Et si on doit reconnaître une vertu à cette pandémie, c'est qu'elle a démontré la meilleure des politiques RSE, s'il n'y a pas une dimension sociale, si elle n'intègre pas comme première partie prenante le salarié lui-même et ses représentants, alors elle ne vaut rien. Vous savez, il y a 3 ans, il y a eu une enquête très intéressante qui montrait que seulement 15% des salariés considéraient que les politiques RSE avaient eu un impact sur eux-mêmes dans leurs entreprises. Vu le prix que ça coûte, c'est quand même dommage que ça n'ait pas d'impact. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut absolument se battre pour dire qu'il y a une transition écologique et sociale, et je ne fais pas référence à une alliance politique qui se promène en ce moment, ça c'est un autre sujet. Mais je dis simplement que dans les entreprises, concrètement, si vous n'avez pas une politique sociale cohérente avec votre politique environnementale, alors vous déséquilibrerez le tout. Parce que les gens auront le sentiment que vous les sacrifiez eux au profit de la planète, alors que justement, c'est la somme des deux. Vous savez, moi, je n'ai pas été un grand fan du mouvement des Gilets jaunes, sauf au tout début, avec la fameuse formule fin de mois contre fin du monde. Et ben, dans l'environnement inflationniste qui est le nôtre, je peux vous assurer qu'elle va prendre toute sa valeur, cette formule. Guillaume Trichard, j'ai envie de vous faire réagir donc évidemment à ce que disaient notamment Sylvie Peretti et Benoît Serre. Je rappelle que dans vos attributions, hein, vous me corrigez si je me trompe, mais vous avez en charge les transitions, c'est-à-dire que la transition technologique et écologique, hein, qui sont intimement liées. On s'est penché sur le cas des entreprises, leur direction. Je vous repose un peu la même question. Est-ce que vous avez le sentiment que les organisations syndicales se sont pleinement emparées de la question de la transition écologique? Et je vais même aller un petit peu plus loin en étant un tout petit peu provocateur. Est-ce qu'elles ont quelque chose à y gagner? Alors, d'abord, le vrai sujet, c'est encore un sujet de diagnostic. Parce que je rejoins ce que disait M. Serre, c'est-à-dire, jusqu'à présent, la RSE dans les entreprises, si l'entreprise elle était industrielle, avec une grosse dimension de production, il faut bien constater que l'essentiel de ces réponses en matière de RSE était une réponse au législateur. Évidemment, je fais par exemple référence à toutes les contraintes environnementales qui sont imposées à des centres de production. Et puis quand l'entreprise était plutôt une entreprise de service, alors très souvent son rapport à RSE était plutôt un rapport à RSE axé sur la qualité de vie au travail, l'équilibre professionnel, personnel, etc. Bon. Et effectivement, la crise pandémique qu'on a vécue rééquilibre un peu les choses. Mais il est vrai qu'on ne peut pas dire qu'un certain nombre d'entreprises et d'organisations syndicales n'étaient pas déjà rentrées dans la RSE. Vous le savez, moi je siège au nom de l'UNSA à la plateforme RSE, et donc là encore, il y a beaucoup de travail collaboratif qui sont effectués entre les ONG, les représentants des entreprises, les représentants des organisations syndicales, le représentant du gouvernement, et donc tout ce travail qui est effectué, j'ai envie de vous dire, malheureusement, a été très peu utilisé. C'est le problème des commissions ou des conseils ou des hauts conseils qu'on aime multiplier en France, c'est que beaucoup de travail est effectué, par exemple, au CESE, mais finalement assez peu utilisé. Je ferme la parenthèse. La transition écologique pour les syndicats, c'est quoi? C'est simplement, très concrètement, continuer à travailler sur ce qui a fait l'essence même du mouvement syndical en France et dans les pays européens, c'est-à-dire se battre pour le pouvoir d'achat des travailleurs. Or, vous voyez bien qu'avec la flambée du prix du pétrole et de l'énergie en général, eh bien, c'est sur la feuille de paye et sur le pouvoir d'achat que les travailleurs souffrent. Quand vous commencez le matin votre journée de travail en vous disant que vous avez perdu de l'argent plutôt que vous n'en avez gagné parce que pour aller à votre usine à Poissy et que vous faites une centaine de kilomètres aller-retour puisque vous venez de l'autre bout de la région parisienne parce que votre usine avait été fermée avant à Aulnay, c'est un cas très concret, les travailleurs perdent de l'argent. Et donc, évidemment, c'est une préoccupation d'organisations syndicales responsables. Deuxièmement, c'est le rôle des organisations syndicales de s'occuper des conditions de travail. Quand vous avez évidemment le réchauffement climatique avec
derrière des tempêtes. On en a parlé tout à l'heure. Moi, je pense aux travailleurs d'EDF qui vont monter sur les pylônes pour aller les réparer parce que les orages se multiplient. Je pense à celles et ceux qui travaillent dans les centrales nucléaires qui sont à risque lorsque le niveau de l'eau baisse. Il y a besoin d'eau pour refroidir les centrales nucléaires, vous le savez. Et donc, à un moment donné, ce sujet-là est un sujet, évidemment, qui concerne les travailleurs. Et puis, évidemment, c'est une question d'avenir. C'est-à-dire, c'est sympa de penser aux droits des travailleurs et de se battre pour eux, mais sur une planète morte, on le sait, l'exercice des prérogatives du CSE sera un peu compromis. Donc c'est absolument notre rôle de travailler sur ces sujets. Et il est vrai que les organisations syndicales, comme les autres, ont été en retard par rapport à ces sujets. Et on parlait de jeunes tout à l'heure. Ce sont les jeunes qui ont donné très souvent des coups de pied aux fesses aux représentants des organisations en disant mais quand est-ce que vous allez vous occuper également des vrais sujets? Alors, il y a le sujet de la justice sociale. On ne pourra pas faire une transition écologique tout et n'importe comment. On le voit bien sur le sujet, par exemple, de la mobilité propre. C'est gentil de dire il faut passer au tout électrique, mais on le sait, l'accès à la voiture électrique, donc à la voiture propre, elle a un coût. Et aujourd'hui, très souvent, ce sont les plus modestes, les travailleurs les plus modestes qui utilisent des voitures pas forcément les plus propres, des véhicules diesel qui polluent. Or, on le sait, dans les territoires, l'utilisation de la voiture est fondamentale. Donc, le rôle des organisations syndicales, c'est à la fois d'assumer ses responsabilités, leurs responsabilités en matière de transition écologique, mais également de rappeler le sujet de la justice sociale. On parlait des Gilets jaunes tout à l'heure. Les Gilets jaunes sont nés exactement de la problématique de la taxe carbone. Et donc, notre rôle, c'est de bien mettre dans la balance le sujet de la justice sociale. Dernier point, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une organisation syndicale sur ces sujets, au-delà de revendiquer, par exemple, d'avoir plus de moyens pour que les représentants du personnel dans les entreprises puissent analyser avec des experts la nouvelle BDESE. Vous vous souvenez, hein, cette base de données économiques sociales a pris le E d'environnemental. C'était une des revendications que j'ai portées auprès de la ministre Barbara Pompili. On l'a obtenu, mais on n'a pas obtenu les moyens et les experts pour pouvoir accompagner les représentants, pour pouvoir l'analyser correctement. Et ce n'est pas un expert comptable qui va être forcément un expert de l'environnement. Bon. Et donc, on a besoin de faire progresser la législation sur le sujet. D'ailleurs, je note que la loi climat résilience, elle date d'août 2021. Il a fallu attendre le 27 avril de cette année pour avoir le décret d'application sur la BDESE. Donc, en matière d'urgence, je pense qu'on aurait pu être un peu plus rapide, et je crois que je ne suis pas le seul à l'avoir regretté. Nous, qu'est-ce qu'on fait au quotidien à l'UNSA? On parlait de la fresque du climat. On a décidé de déployer la fresque du climat pour nos représentants du personnel. Alors, on va commencer par, on va dire, les DSC, les secrétaires de CSE, etc. Puis, vous savez, la fresque du climat, c'est assez intéressant parce que vous formez des futurs formateurs. C'est-à-dire que la fresque fait des formations, mais elle permet également de former des formateurs internes. Et donc, nous, on a décidé de la déployer. On a décidé également de créer des modules en partenariat avec notre partenaire France Nature Environnement, puisque l'UNSA, depuis que j'ai pris mes responsabilités, a signé, a renouvelé un partenariat beaucoup plus fort avec France Nature Environnement pour simplement pouvoir partager ensemble, chacun de son point de vue, des réflexions sur les sujets. Guillaume Trichard, pardon, je vais vous interrompre parce que là, on va largement dépasser le temps et on a encore quelques petits points qu'on voudrait aborder. Excusez-moi, je suis obligé.
donc sur, la transition écologique et notamment, l'importance, que jouent les syndicats, pour faire jouer, voire accélérer cette transition écologique. On a bien compris tout ce qui est mis en place. Il y a, juste, il nous reste quelques minutes, la 3e partie qui portait sur les outils. Alors je ne vais pas pouvoir poser toutes les questions que j'avais programmées, mais quand même, Benoît Serre, il y a un des outils que vous avez identifié, qui est né des ordonnances de 2017, c'est l'accord majoritaire. Tellement efficace, hein, qu'il faudrait étendre ses prérogatives, estimez-vous, et avantager les entreprises qui ont recours. Pourquoi c'est un si bon outil? Pourquoi ça fonctionne bien, pour justement, mettre en place ou en tout cas affronter les nouveaux enjeux, dont la transition écologique, dont on vient de parler? Vous m'emmenez en 2 minutes sur un sujet un peu Oui, compliqué, hein. oui, 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 Donc désolé. non, je trouve intéressant dans l'accord majoritaire, c'est que et ça rejoint tout à fait ce que disait monsieur Trichard au tout début de cette, intervention, ça redonne toute leur place aux représentants des personnes organisations syndicales. Parce Mmh. que aller chercher un accord majoritaire, c'est un effort pour une entreprise. C'est difficile et même pour les syndicats qui signent l'accord majoritaire, c'est difficile. Moi, j'ai eu la chance d'en signer plusieurs et je peux vous dire que par moment, il fallait un sacré courage à mes délégués syndicaux pour oser le signer devant leurs troupes. Ça veut dire que je trouve dommage, alors qu'on a mis en place ce système-là, on ne promeuve pas, on ne donne pas des avantages d'une manière ou d'une autre, et aux entreprises et aux salariés qui en sont bénéficiaires d'accords majoritaires. Parce que si vous n'avez pas ça, eh ben vous en passez, vous y allez au dialogue social frontal, et ça passe aussi. Je veux dire, le PSE est un exemple typique. Et je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage de mettre sous couvert de contrôle administratif épouvantable le moindre accord de RCC que vous signez. C'est des accords majoritaires. Et c'est parce qu'on reconnaîtra la valeur de l'accord majoritaire comme bien plus puissant que l'accord, que le désaccord minoritaire, qu'on donnera toute sa place à un dialogue social concret, de terrain, représentatif. Parce que là, pour le coup, euh, les, les jeux les jeux sont égaux. C'est-à-dire que la direction ne passe pas sans accord majoritaire et les syndicats ne passent pas sans accord majoritaire. Je trouve que c'est un élément très important des réformes les plus récentes qui ont donné lieu à beaucoup de débats, mais dont on a vu dont on voit la puissance de feu. Moi, je vois beaucoup d'entreprises, petites et grandes, qui y recourent. Mais je peux vous dire que ça vous réduit les tensions sociales à une vitesse absolument incroyable. Mmh. Il faut donner un avantage aux entreprises qui ont le courage d'aller le chercher. Alors là, vous avez une vision un peu, enfin, vous apportez une vision macro, hein, un outil législatif, l'accord, majoritaire. Et là, Sylvie Peretti, je me tourne vers vous. C'est une autre vision, enfin, en tout cas, un autre outil plus micro, c'est-à-dire au sein même de l'entreprise. Je m'explique, hein. Le groupe Generali, m'avez-vous expliqué, a mis en place toute une batterie d'outils pour identifier notamment, par exemple, les transformations de compétences, hein. Vous m'avez parlé de formation, de compagnonnage, la mise en place d'un observatoire des métiers. Et puis vous m'avez donné un exemple qui m'a frappé, celui de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est l'outil, qui est utilisé par certains services, au sein de votre entreprise. Une technologie qui a révolutionné, par exemple, la recherche des contrats en déshérence, si complexe qu'elle exigeait à une époque, peut-être encore aujourd'hui, le recours à des détectives privés. Et vous m'avez expliqué comment le dialogue social a permis d'intégrer ces outils, d'intelligence artificielle chez les salariés, notamment en passant par la formation, mais de les convaincre. Et le dialogue social permet aussi donc, l'intégration de nouveaux outils. Vous pouvez un tout petit peu revenir sur cette expérience? Oui, ce qu'on peut dire, c'est que, enfin, c'est dans la façon de piloter, en fait, la transformation digitale. Il y a 2 Oui. façons de faire, hein, c'est soit d'y aller, voilà, et puis après on voit ce que ça donne et puis, voilà, les plus forts survivent. Soit on anticipe, on en parle et on met un peu, devant et en matière de digitalisation, ce qui est compliqué, c'est que là aussi on avance, enfin on avance, comment dire? Un peu dans le flou, parce qu'on ne mesure pas toujours les impacts sur les métiers de la mise en place d'un outil. Alors maintenant, on commence à avoir un peu plus de recul, mais au départ, hein, c'était peut-être un peu plus compliqué à avoir. Ce qu'on peut voir quand même aujourd'hui et la tendance qu'on fait, et c'est pour ça qu'on anticipe avec notamment au travers de l'Observatoire des métiers et des plans d'accompagnement qu'on met en place, c'est-à-dire que ce qu'on a pu constater, c'est que la transformation digitale, il y avait beaucoup d'appréhension, de peur, disparition des métiers. Je rappelle, 50% des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus demain. Enfin bon, bref, il y avait quand même autour de ça un bad buzz.
qui pouvaient inquiéter et qui étaient difficilement maîtrisables au sens où on pilote ces sujets. Ce qu'on a pu voir, nous, c'est ce qu'on a développé, c'est l'expérimentation. Et ça, je pense que c'est un outil assez puissant. On expérimente, on met tout sur la table, on regarde, on en tire aussi les bonnes expériences et on en tire les moins bonnes et on met des plans de remédiation en place. Et ce qu'on a vu au niveau de la déshérence, en fait, qui était le premier dossier qui a été abordé avec l'intelligence artificielle, c'est qu'en gros, il y avait beaucoup alors si l'intelligence artificielle fait tout, qu'est-ce qu'on va faire demain, etc. Et en réalité, on a travaillé avec eux par expérimentation, avec les partenaires sociaux, et ils ont accepté le principe de l'expérimentation. Donc, c'était ça qui est intéressant. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que ça s'est traduit par, en réalité, un enrichissement des tâches à forte valeur ajoutée. Effectivement, l'intelligence artificielle, elle a quand même certaines limites. Elle se substitue souvent à des tâches qui sont peut-être plus répétitives, moins intéressantes. Et donc, en fait, on a dégagé du temps à forte valeur ajoutée, intéressante pour les collaborateurs, ce qui exigeait aussi aux collaborateurs de travailler sur un plan, on va dire, de formation, parce que en réalité, les choses étant faites, certains c'était voilà, il y avait des référents qui faisaient les tâches plus complexes et les autres qui faisaient parfois des tâches moins complexes. Et donc, du coup, il y a un plan de professionnalisation de l'ensemble de l'équipe et un enrichissement de leurs fonctions à tous. Enfin, voilà, c'est ce qu'a traduit ce sujet, sachant que dans le cadre des contrats de déshérence, au global, on a quand même gagné. On a traité, je pense qu'on a traité 2 fois plus parce qu'il y avait aussi beaucoup de frustration parce qu'il y avait, par les moyens humains, on ne trouvait pas toujours les choses. Donc, en fait, en gros, ça s'est traduit par un plan de professionnalisation et de formation pour les équipes, un enrichissement de leurs tâches, d'une part, et un allègement aussi des tâches plus répétitives. Donc, c'est quand même plus intéressant. Et au global, ils traitent, et donc c'est beaucoup plus satisfaisant pour eux, ils traitent en gros 200% de dossiers en plus aujourd'hui qu'ils ne pouvaient en traiter, puisqu'un certain nombre de dossiers, on n'arrivait pas à trouver les bénéficiaires des clauses. Et donc, à la fois 50%, ils trouvent 50% de plus et en 50% de temps en moins. Donc, ouais, tout ça, c'était plutôt positif. Et surtout, je pense que ce qui a été intéressant dans ce qu'on a fait, c'est le fait qu'on soit passé par expérimentation, qu'on ait vraiment mis voilà, qu'on ait ouvert les choses et qu'on ait travaillé avec eux. Il y a eu comment dire, il y a eu des entretiens préalables avec les équipes, il y a eu un suivi, il y a eu un bilan qui a été fait, et donc avant de déployer sur l'ensemble des équipes. Et c'est ça qui est intéressant comme démarche, et c'est ça qu'on met en place. Et je rejoins l'une des 4 grandes convictions qui étaient mises en avant dans le livre blanc de LHH, ce qui était de objectiver les enjeux. Et donc là, Oui. sur l'intelligence artificielle, sur le numérique, vous avez objectivé les enjeux dans le dialogue social, notamment avec les organisations syndicales et les salariés, afin d'accepter et d'intégrer ce nouvel outil au sein de l'entreprise. Alors, le webinaire arrive à sa fin, on est même un tout petit peu en retard. On va peut-être, poser, 2-3 petites questions maximales. Je vous demande des réponses assez courtes. Je crois qu'on n'a plus le temps pour les questions, Erwan. Alors on n'a plus le temps pour les questions et Désolée. donc, Marie, est-ce que, en guise de conclusion, j'avais envie de vous demander si, il y avait un conseil à donner aux entreprises, fort de tout ce qu'on a dit, aujourd'hui et de tous ces enjeux qu'on a identifiés. Est-ce qu'il y a un conseil à donner aux entreprises, voilà, face à ces enjeux qu'on a évoqués ce matin? Quel serait-il? Alors, déjà des éléments de réponse ont été, apportés dans les échanges voilà, de la table ronde, donc désolée de ne pas y répondre, mais on veut vraiment respecter l'horaire. Pour conclure, donc très rapidement, moi, ce qui m'a marqué, dans les entretiens que j'ai pu réaliser pour le livre blanc, donc c'était quand même plutôt des personnes qui étaient promoteuses, du dialogue social et des entretiens au niveau des représentants des entreprises, des directions des ressources humaines. C'est tout de même cette conscience, qu'à un moment, il fallait qu'ils y aillent. Parce que, modifier un dialogue social, modifier une culture sociale dans son entreprise, ça nécessitait quand même de prendre les choses à bras-le-corps
et que concrètement, ça ne se faisait pas tout seul. Et que donc dans ces cas-là, concrètement, le sponsoring de la direction et la conviction, des DRH sont fondamentaux pour, faire du dialogue social un vrai levier de performance et donc pour mobiliser les différents acteurs et les différentes parties prenantes du dialogue social dans l'entreprise. Merci beaucoup Marie, et donc ainsi s'achève ce webinaire et même cette série organisée par LHH autour du dialogue social, une table ronde, 2 webinaires. On l'a vu, hein, avec à la fois un état des lieux qu'on a pu aujourd'hui redéfinir, le temps de l'appropriation de ces nouveaux enjeux, et enfin les outils, ou en tout cas certains des outils, hein, la liste évoquée aujourd'hui n'était évidemment pas exhaustive, des outils indispensables pour accompagner les entreprises dans ces enjeux. Je vous remercie vraiment tous. Merci aux 5 intervenants. Merci à vous d'être restés avec nous jusqu'à maintenant, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne journée à tous. Au revoir. Si. Merci.